La team, le président Laurent Gbagbo vient de retrousser ses manches pour reprendre le combat. Et nous allons partager avec vous ici une vidéo qui vous explique ce que le PPACI, parti politique du président Laurent Gbagbo, se prépare à faire. Le président Gbagbo lui-même l'avait dit lors de sa dernière interview. Il avait répondu à une question d'un journaliste que après les élections du 2 septembre 2023, il reviendra lui-même pour parler de son problème. Et son problème est celui dont on l'accuse d'avoir braqué la BCEAO. Et ce problème veut faire passer le président Laurent Gbagbo pour un braqueur, pour un voleur, pour un malhonnête. Vu que la CPI n'a pas été condamné en tant que criminel, le gouvernement RHDP ne compte pas rester tranquille. Ils vont donc aller pour qu'il puisse être condamné en tant que voleur et braqueur. Il s'est déjà fait. Condamné à 20 ans, Ouattara décide de gracier le monsieur, mais le monsieur ne peut donc pas être candidat à l'élection présidentielle. Le temps approche, le président Laurent Gbagbo vient de remobiliser ses troupes et il se prépare à la bataille finale. Parce que vous savez, la liberté, ça s'arrache. Et oui, tous les combats qui se mènent ne peuvent pas être menés par la lâcheté ou alors avec un peu de lâcheté. Le président Gbagbo le sait. Il va mener ce combat avec la dernière énergie. Et ceux qui vont le mener avec lui savent ce qu'ils auront à faire. Et pour ça, il a déjà décidé d'envoyer toutes ses forces vives aller remobiliser les troupes. Que ce soit dans des bases, dans des régions, des communes, partout dans tous les états-majors de la Côte d'Ivoire. Et à côté de ça, il compte sur un soutien indéfectible de la communauté internationale. Je ne parle pas des décideurs, mais je parle de la population. Parce que les peuples aujourd'hui sont plus favorables au président Laurent Gbagbo qu'Alassane Ouattara hier. Hier, Ouattara avait menti. Il avait utilisé l'ethnie, la xénophobie pour attirer la sympathie. Ouattara a tenté de déstabiliser le Mali, il a tenté de déstabiliser le Burkina, il a tenté de déstabiliser le Niger, il a déjà tenté de déstabiliser le Gabon. Vous pouvez donc comprendre qu'aujourd'hui, même à l'Union africaine, Ouattara n'est plus celui-là qu'on respecte comme avant. Et au niveau international, il a fait un troisième mandat que même ses soutiens d'hier ne peuvent plus comprendre aujourd'hui. Et donc, à quel moment le président Laurent Gbagbo va lancer la lutte? À quel moment il va dire que le combat commence? Je répète encore, la Coupe d'Afrique des Nations arrive en Côte d'Ivoire à partir du 16 janvier 2024. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'aime pas dialoguer. Il n'aime pas discuter. Ce qu'il aime, c'est la marmaille. Mais est-ce que la Coupe d'Afrique n'est pas la chose qui pourra obliger Alassane Ouattara d'aller sur la table de négociation? Quelles sont les stratégies du PPACI? Comment le PPACI compte aujourd'hui revenir au pouvoir ou même faire que le nom du président Laurent Gbagbo soit réintégré dans la liste électorale? Ce nom est radié. Est-ce que le PPACI ne compte pas que le moment est venu de se servir de son avantage qui est cette Coupe d'Afrique des Nations? Il faut s'en servir et ne pas laisser passer. La team, ceci étant dit, écoutons cette vidéo qui vous débriefe toute la situation et comment le président Laurent Gbagbo compte faire. Merci de choisir PPACI TV pour vous informer. C'est l'heure du journal. Voici les titres. L'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, une priorité pour sa formation politique, le PPACI. Les élections locales sont terminées, les contentieux devant le Conseil d'État sont vidés. Les Ivoiriens se prononcent. Le président Laurent Gbagbo s'est dit donc prêt pour engager le combat de son inscription sur les listings de la CEI. Comment compte-t-il s'y prendre? Une réflexion de Sylvain Lobo. Face aux injustices de tous ordres, il faut se lever et combattre. Mais il faut s'attendre à payer le prix de cette saine révolte. Ces combats, le président Laurent Gbagbo les connaît. Mais il est resté toujours constant dans l'adversité et n'a jamais abdigué. Le président Gbagbo s'apprête, tel un boxeur poids lourd, à prendre les gants pour descendre dans l'arène du combat politique et défendre son honneur. On n'a pas mis mon nom sur la liste électorale, prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé parce que j'aurais
braquer la BCEAO. Je refute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'ai aucune ombre dans mon casier judiciaire. Je dis toujours à mes enfants que je n'ai aucune fortune à leur laisser, mais que j'ai un nom à leur laisser, et un nom propre. Un nom propre. C'est ce nom-là que je laisse à ma descendance. Et je ne peux pas laisser quelqu'un souiller et salir ce nom sans me battre. Donc je me bats. Mais quelle est la stratégie que compte adopter le leader du PPACI pour surmonter l'obstacle de sa radiation du listing de la CEI qui le met en réelle difficulté en vue des présidentielles de 2025? Laurent Gbagbo, enfin stratège politique, commence par l'organisation de sa formation en appelant à la remobilisation des militants et à la poursuite de l'implantation du parti. Le secrétariat général du PPACI, pour sa part, fort du feedback du terrain qui lui reste attaché à la personne du président Gbagbo, décide tout à fait cessante de faire de son inscription sur le listing de la CEI la priorité des priorités. Dans la conquête de son honorabilité, le peuple ivoirien demeure un maillon fort sur lequel repose toute la stratégie de l'animal politique que reste Laurent Gbagbo. À l'intention des Ivoiriens donc, le leader du PPACI choisit une communication de proximité et demande au cadre de son parti d'élaborer et de diffuser un discours politique conforme aux valeurs qu'il a toujours défendues afin de créer une nouvelle espérance aux Ivoiriens. Il est à noter que la cote de popularité dont jouissait le président Ouattara dans la sous-région a considérablement baissé, alors que celle de Laurent Gbagbo connaît une ascension vertigineuse. Les combats passés et ceux plus récents du leader du PPACI, notamment son contentieux avec la CEI, reçoivent un écho plus favorable auprès des opinions, un fait non moins négligeable dans la guerre de positionnement entre les présidents Ouattara et Laurent Gbagbo. Une guerre de positionnement qui s'annonce avec acuité au fur et à mesure qu'on approche de l'échéance de 2025. Le 3 octobre, le Conseil d'État a rendu sa décision sur le contentieux électoral qui opposait Michel Gbagbo, le candidat du PPACI, au candidat du RHDP. Le verdict est en faveur du RHDP. Le mardi 10 octobre, Michel Gbagbo s'est prononcé sur cette décision lors d'une conférence de presse qu'il a animée à son quartier général de Yopougon. Ange Abraham. Mort dans l'âme, Michel Gbagbo s'incline face à la décision du Conseil d'État, le juge des élections. Je m'incline devant la décision de l'institution qui n'est susceptible d'aucun recours, même si j'en suis peiné pour notre commune. Respectueux des lois et des institutions, il n'a pas eu d'autre choix que de se conformer à cette décision prise dans des conditions opaques. Cette défaite blesse, surtout par son caractère injuste. C'est pour cela qu'il faut que le Conseil d'État nous mette à disposition l'expédition de sa décision afin que ses motivations soient connues pour demain. Toutefois, Michel Gbagbo est fier de son équipe de campagne, des populations de Yopougon qui se sont largement exprimées en sa faveur le 2 septembre dernier. Nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu les résultats. Je ressens de la fierté et de la gratitude pour cette formidable campagne. Avoir été le candidat tête de liste du PPACI à Yopougon a été l'un des plus grands honneurs de mon existence. Ayant tiré les leçons de cette parodie d'élection, le candidat du PPACI se projette dans l'avenir. Notre responsabilité sera de continuer à faire notre part. Nous resterons vigilants quant aux intérêts de la population. À tous, je dis, soyez sereins.
ne cessez jamais de croire en votre combat, car en réalité, vous avez gagné. Et nous y arriverons, coûte que coûte. Nous avons besoin de continuer, et c'est le lieu d'appeler tous les militants, les militantes et les militants, à retrousser les manches et à se préparer pour les batailles à venir. 2025, c'est maintenant. En Côte d'Ivoire, les institutions en charge des élections peinent à remplir les missions qui leur sont assignées, à cause de leur forte dépendance à l'exécutif qui ne conçoit la démocratie que quand cela lui profite. La Commission électorale indépendante et le Conseil d'État sont inéluctablement des institutions à repenser. Moins connu des populations ivoiriennes, le Conseil d'État s'est révélé au grand public à l'issue des élections locales du 2 septembre 2023. Ces décisions relatives aux contentieux électoraux sont sujettes à polémique. Qu'est-ce que le Conseil d'État? Que pensent des Ivoiriens de ces décisions? Les éléments de réponse avec Ange Abraham. Le Conseil d'État en Côte d'Ivoire est une institution publique chargée de deux missions principales. Il est le conseiller du gouvernement et la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Dans son rôle de conseiller, la Constitution oblige le gouvernement à le consulter sur un certain nombre d'actes, notamment les projets de loi. Dans son rôle juridictionnel, il est le juge suprême pour les recours dirigés contre les décisions prises par une autorité publique. Cette compétence est prévue par la loi organique numéro 2020-968 du 17 décembre 2020. Le Conseil d'État n'existe dans sa composition actuelle que depuis 1998. Auparavant, il faisait partie de la Cour suprême. Aujourd'hui dirigé par M. Kwaku Patrice Yao, le Conseil d'État est composé de magistrats et de conseillers en service extraordinaire, tous membres du siège. Il est doté d'un secrétariat et d'un greffe. Cette année, les Ivoiriens l'ont découvert à l'issue des élections locales et sénatoriales, principalement pour le règlement des contentieux électoraux. Que pense-t-il de ces différentes décisions? Et les décisions qui ont été prises par le Conseil d'État ne sont pas loin aussi des décisions prises par la CEI. Moi, en conclusion, j'avais déjà dit que c'était blanc, bonnet, bonnet, blanc. Qui dit CEI, qui dit Conseil d'État. Donc pour moi, ces décisions, il faut que si le Conseil d'État doit être vraiment considéré en Côte d'Ivoire, qu'il fasse une véritable audience où il aura des avocats, des plaignants, qui vont défendre les dossiers aux yeux du public. Et à la sortie de ça, on peut dire aujourd'hui que bon, vraiment c'est un Conseil d'État efficace et vraiment digne de nom. Les différentes décisions que ce Conseil d'État va prendre seront des décisions partisanes. Par conséquent, ce Conseil, vraiment, moi je pense que ce Conseil n'a pas son sens d'être. C'est des décisions par endroit, bon, qui ne relataient pas les réalités même du terrain. Voilà, qui ne relataient pas les réalités du terrain. Quand je vous donne un exemple palpable, la commune d'Abobo, où il y a eu des preuves apportées au Conseil d'État, et le Conseil d'État n'a carrément pas eu le droit, ils sont même pas occupés d'analyser ces éléments de preuve-là pour pouvoir apporter une décision équitable. Ils ont donné une décision qui, eux, les a arrangés. Parce qu'une décision devrait être prise à leur niveau. Jonas Tabi interpelle le Conseil d'État sur son impartialité et sa crédibilité. Je suis un peu déçu, je suis peiné. Parce que quand on regarde pratiquement, ils n'ont pas encore donné réellement leur motivation. Je pense que quand on gère une telle structure-là, on doit être quand même digne. Et puis, l'honneur aussi prime sur tout. Comme le Conseil d'État, plusieurs institutions en Côte d'Ivoire se dévaluent aux yeux des populations dans l'exercice de leurs fonctions. Et pourtant, ce ne sont pas des hommes de qualité qui manquent à leur tête. Sont-ils vraiment libres, ces hommes, ou dignes de leur mission? Telles sont les interrogations de bon nombre d'Ivoiriens. Quelqu'un disait en substance, en Afrique, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Oui, il n'a pas tort. Mais tout commence par le respect des lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est aussi cela, être responsable. Les Ivoiriens sont toujours en attente du nouveau gouvernement. Sera-t-il une surprise ou une copie de l'ancien? Suivons ensemble l'analyse de Françoise Rabé. Gouvernement de raison ou gouvernement de récompense?
Les Ivoiriens sont toujours en attente de la nomination du Premier ministre et de la formation de son nouveau gouvernement. Si le président Alassane Ouattara a toujours dit aux populations ivoiriennes qu'il ferait un gouvernement réduit s'il accédait au pouvoir, force est de constater que ce n'est pas le cas. Les différents gouvernements ivoiriens post-crise électorale sont allés au-delà de 30 ministres, voire même 35, avec des postes de secrétaire d'État auprès d'eux. Des gouvernements pléthoriques avec des ministres inquiétés de rien, qui, eux, changent de poste de gouvernement en gouvernement, ou des ministres qui ont élu domicile à la tête de certains ministères depuis plus de 10 ans maintenant. On pourrait citer le ministre Claude Paulin d'Anwo, la ministre Aldozire Ouloto, Sidi Timoko Touré, Amadou Touré, Bruno Nabanyo Kone et j'en passe. À chaque démission de gouvernement, les Ivoiriens ne s'attendent à rien de nouveau qu'un déplacement de ministre d'un ministère à un autre, à un maintien ou à un nouveau ministère. Comme celui du riz, il fut un temps, là où il existait déjà le ministère de l'Agriculture et l'Agence de développement de la riziculture ADRI. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire reste toujours dépendante de l'importation du riz. Le riz dont le coût a flambé au mois de septembre dernier. Des ministères dont les ministres ne sont connus que par le personnel de leur ministère et non de la population ivoirienne, tellement ceux-ci sont inamovibles. Si un gouvernement fictif a alimenté les réseaux sociaux le mercredi 11 octobre dernier, il est bon de constater que de manière ironique, que toujours dans ce même gouvernement fictif, il n'y a rien de nouveau au pays, comme le dirait le citoyen lambda. Toujours les mêmes personnes au même poste ou au poste différents. Ainsi donc, l'attente de ce gouvernement est donc lente. Mais les ministres nommés ne seront sûrement pas une grande surprise pour les Ivoiriens. La surprise serait que les 3/4 des ministres soient de nouveaux visages ou de nouvelles personnes. Les détournements des deniers publics par des responsables nommés dans les administrations sont devenus monnaie courante en Côte d'Ivoire. Et cela au nez et à la barbe du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, ainsi que le gouvernement ivoirien. Un élément de la rédaction. Le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé est un stade polyvalent pouvant accueillir les grandes compétitions internationales de football, de rugby et d'athlétisme. Ce joyau architectural a été offert par la Chine à la Côte d'Ivoire. Cet édifice, mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire depuis 2021, est géré par l'Office national du sport sous l'autorité du ministère des Sports et du Développement de l'économie sportive de l'ex-ministre Claude Paulin d'Anwo. Lors du match amical opposant la Côte d'Ivoire au Mali le 12 septembre dernier, le stade a été inondé après seulement quelques minutes de pluie, interrompant la rencontre. Le stade, accueilli hier avec beaucoup d'enthousiasme par les Ivoiriens, est devenu ainsi la risée du public. Des Ivoiriens en particulier et même les ressortissants des pays frères l'ont comparé à une rizière ou la piscine. Il n'en fallait pas plus pour soulever la colère des amoureux du football. Moi, j'ai rien vu de bon. Le premier mi-temps, là, dès que je me suis assise, là, en même temps, la pluie a commencé. On est monté au palais s'asseoir, on dit, on a qu'à observer pendant un moment. Après, on dit le match a été annulé. Comme tout Ivoirien, je pensais que la pelouse était encore meilleure que ça. Mais apparemment, il y a encore du boulot. Parce qu'on voit déjà qu'avec une petite pluie même, on n'arrive plus à continuer le match. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts. Nous sommes découragés vraiment de la pelouse. On a beau critiquer la pelouse, c'est cette même pelouse. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire, il pleut et puis la pluie ne peut pas aspirer l'eau. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne peut pas donner une canne avec une telle pelouse. La première pelouse, c'était un champ de patates. Aujourd'hui encore, on doit avoir une pelouse. Un peu d'intempérie seulement, on ne peut pas jouer au ballon. Aujourd'hui, je suis vraiment, j'ai mal au cœur. Si c'est une pluie vraiment qui est venue avant le match, au moins 45 minutes, plus de 4 heures du temps, on peut dire non, l'eau a gâté, mais une pluie de 10 minutes seulement. Comment cela s'explique-t-il? Et pourtant, ce stade a été présenté comme l'un des plus grands et beaux stades qui pouvait rivaliser avec d'autres stades d'ailleurs qui répondent aux normes internationales. Quand les Ivoiriens ont demandé des sanctions, le porte-parole du gouvernement nous disait quelle tête allons-nous couper car la pluie est un phénomène naturel. Alors pourquoi couper les têtes de la directrice de l'Office national du sport ONS et du directeur administratif et financier? Outre cet incident, l'on se souvient également du détournement de fonds du fonds d'entretien routier FER qui avait vu la chute du directeur général Diaby Lansina.
Diaby Lassina, accusé de détournements graves qui n'est pas encore résolu, que celui-ci est nommé depuis comme président du conseil d'administration de la Caisse générale de retraite des agents de l'État Ségrailleux. Mieux, il vient de se faire élire dans sa région pour le compte du RHDP. On pourrait dire rien de nouveau sous le soleil, car les bruits de détournement ça et là sont légion en Côte d'Ivoire et toutes ces personnes ne sont inquiétées pour le moins du monde. À cela, il faut ajouter les bitumes de mauvaise qualité appelés communément goudron effervescent. Que devons-nous comprendre? Il faut être dans les bonnes grâces du pouvoir pour ne pas être inquiété par la justice. Mais non, la justice ne s'applique qu'au non-RHDP. Kandia Camara à la tête du Sénat. Le vote a eu lieu le jeudi 12 octobre 2023 à Yamoussoukro. Sylvain Lobo. La deuxième chambre du Parlement ivoirien, le Sénat, vient d'entériner le choix du président Ouattara en élisant à sa tête la toute nouvelle sénatrice Kandia Camara Kamissoko. La dame aux multiples casquettes du régime du RHDP vient d'ajouter à son palmarès celui d'être la première femme en Côte d'Ivoire à occuper le perchoir de l'institution à polémique. En effet, Dame Kandia Camara Kamissoko est actuellement à la fois ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, honorable député-maire de la commune d'Abobo et depuis hier, présidente du Sénat. Cette autre récompense faite par Ouattara à sa préférée vient s'ajouter aux nombreuses récriminations au sein de sa formation politique, le RHDP. Quant à l'opposition ivoirienne, le vote de Kandia à la tête du Sénat n'est qu'un épiphénomène qui ne change rien au quotidien des Ivoiriens qui continuent, eux, de tirer le diable par la queue. Madame la doyenne d'âge du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, distingués chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avec un cœur profondément reconnaissant au Tout-Puissant, vous dire toute mon émotion et ma joie ce jour, jeudi 12 octobre 2023, où le choix de mes pères s'est porté sur moi pour présider notre illustre et auguste chambre parlementaire. La Côte d'Ivoire abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage a eu lieu au Parc des Expositions d'Abidjan. Le compte rendu de Françoise Rabé. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 se tiendra en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février 2024 avec 24 pays qualifiés. Le tirage au sort de la phase finale de poule a eu lieu hier jeudi 12 octobre au Parc des Expositions d'Abidjan devant un parterre de personnalités du monde sportif venues des 4 coins du monde. La Côte d'Ivoire, qui se trouve dans la poule A, affrontera le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Pour les phases de qualification, quant au Sénégal, le pays tenant du titre dans la poule C, lui affrontera le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Les dés sont ainsi jetés et tous ont les yeux fixés vers les infrastructures sportives de la Côte d'Ivoire, espérant que les stades seront prêts et ceux déjà finis, réparés, comme celui des BIMP pour les échéances footballistiques à venir. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end. Au revoir.